Je me tenais sur le seuil de la petite chambre d'amis qui était la mienne depuis 5 ans, tenant une valise à fleurs délavée qui sentait le vieux tissu et les nuits silencieuses. À 75 ans, mes mains ne tremblaient pas à cause de l'âge. Elles tremblaient à cause des mots qui venaient de m'être adressés en bas. Vanessa Moreau l'avait dit en versant du champagne dans de hautes flûtes en cristal. On va te mettre en EHPAD. Tu es trop vieille pour être encore utile. Elle n'a pas baissé la voix. Elle n'a pas hésité. Elle l'a dit comme on parlerait de jeter un vieux canapé. Mon fils Étienne se tenait derrière elle, le regard fixé sur le sol en marbre de cette maison que je l'avais aidé à acheter. Ce même sol que j'avais nettoyé à genoux quand les déménageurs avaient laissé de la saleté derrière eux. Il ne m'a pas regardé. Il ne lui a pas dit d'arrêter. « Maman, c'est pour ton bien », a-t-il marmonné. « Tu auras des gens de ton âge, des activités, un endroit agréable. » Un endroit agréable. En bas, je pouvais entendre des rires. Les traiteurs s'installaient pour leur réveillon du Nouvel An. Il y avait de la musique. Vanessa m'avait dit plus tôt que ce serait une soirée réservée aux adultes cette année. Je comprenais maintenant ce que cela signifiait. Cela me visait moi. On m'avait donné un sandwich sur une assiette en carton et dit de manger dans ma chambre pour ne pas déranger. J'ai regardé autour de moi ce petit espace. La photo de mon défunt mari sur la table de chevet. Mon diplôme d'institutrice rangé dans un tiroir. Le couvre-lit que ma mère m'avait cousu. C'était tout ce qui restait d'une vie qui avait été autrefois bien remplie. Ils ne voulaient plus de moi ici. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose d'encore pire. Ils avaient déjà décidé. On ne me demandait pas mon avis. On se débarrassait de moi. Alors j'ai fermé ma valise et pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me suis choisie. Avant de devenir la femme silencieuse dans la chambre d'amis, j'étais quelqu'un. Mon nom était Liliane Moreau. Et pendant 37 ans, j'ai été institutrice en maternelle dans une petite école primaire publique juste à l'extérieur de la ville. J'avais passé ma vie à faire des lacets, à essuyer des larmes, à apprendre aux enfants à lire leurs premiers mots et à croire en eux. Je me suis mariée jeune. Mon mari est mort jeune. Cela m'a laissée avec un petit garçon et beaucoup de responsabilités. Étienne avait 5 ans quand son père est décédé. Et à partir de ce moment, nous n'étions plus que tous les deux. Je travaillais à plein temps la journée et je donnais des cours particuliers le soir pour qu'il ne manque de rien. Je préparais ses déjeuners. Je l'aidais à faire ses devoirs. J'étais assise sur des chaises pliantes en métal à chaque spectacle de l'école et à chaque match de foot. Il était tout mon univers. Quand Étienne a grandi, est allé à l'université et a commencé sa carrière, j'étais fière de lui comme seule une mère peut l'être. Quand il a épousé Vanessa, je l'ai accueilli à bras ouverts. Je pensais que je gagnais une fille. Après la mort de mon mari, Étienne m'a dit que je ne devais pas rester seule. Il a dit qu'il était logique que nous vivions ensemble. Lui et Vanessa achetaient une grande maison dans la résidence des Chênes Verts, et il m'a demandé si je pouvais vendre ma petite maison pour aider à l'apport. Il a dit que ce serait notre maison, pas seulement la leur. Alors, je l'ai vendue. Je lui ai donné l'argent. J'ai emménagé dans leur chambre d'amis. Croyant que la famille signifiait la sécurité. Au début, tout allait bien. Je cuisinais. Je faisais le ménage. J'aidais avec les garçons quand ils étaient petits, je me sentais utile. Puis, lentement, quelque chose a changé. Les repas sont devenus séparés. Ils mangeaient dans la salle à manger pendant que je mangeais dans ma chambre. Vanessa invitait des amis et me demandait de rester à l'étage pour ne pas la mettre dans l'embarras. Mes affaires ont commencé à disparaître. Un pull par-ci, un livre par-là. Elle disait qu'ils encombraient la maison. Les garçons ont grandi et ont cessé de vouloir me faire des câlins. Vanessa leur a dit que j'étais démodée et bizarre. Étienne est devenu distant, occupé, toujours fatigué. J'ai appris à parler à voix basse, à marcher doucement, à prendre moins de place. L'utilité est devenue mon loyer. Si je cuisinais, si je nettoyais, si je ne dérangeais pas, j'avais le droit de rester. Je n'ai réalisé que ce soir-là à quel point j'avais été complètement effacée. Il y avait une chose qu'Étienne et Vanessa n'ont jamais su à mon sujet.
Une chose que j'avais gardée pour moi pendant des années, non par cupidité, mais par instinct. Mes parents m'avaient laissé une petite maison de campagne dans un village appelé Bellefontaine à leur mort. C'était à 2 heures au nord, un endroit calme et oublié. Je n'y étais pas retournée depuis leurs funérailles. La vie avait suivi son cours. Étienne avait eu besoin de moi. Puis Vanessa avait eu besoin d'espace. Alors je ne l'ai jamais mentionné. Une partie de moi avait su, même à l'époque, que je devais garder une chose qui soit à moi, un endroit qui ne pouvait pas être pris, redécoré ou transformé en quelque chose que je ne reconnaîtrais plus. J'avais aussi un petit compte d'épargne avec environ 3000 €, des chèques d'anniversaire de ma défunte sœur. Quelques euros que j'avais discrètement mis de côté de ma pension de retraite. Étienne ne le savait pas non plus. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour recommencer. Je n'ai emporté que ce que je pouvais porter, quelques vêtements, le couvre-lit de ma mère, de vieilles photographies, une petite boîte en bois contenant mon alliance et la dernière carte que mon mari m'ait jamais donnée. Le plus difficile a été le mot. Je n'ai rien écrit de cruel, juste la vérité. Je ne serai plus un fardeau. S'il vous plaît, ne me cherchez pas, je l'ai laissé sur le lit et j'ai quitté la maison pendant que Vanessa arrangeait les fleurs pour sa fête. Personne ne m'a vu partir. Personne n'a essayé de m'arrêter. La gare routière était presque vide. Des néons froids bourdonnaient au-dessus de nos têtes, rendant chaque visage pâle et fatigué. Une horloge numérique sur le mur clignotait en chiffres rouges, 22h12. Le car pour Bellefontaine ne partait pas avant 22h47. Je me suis assise sur une chaise en plastique dur, ma valise à mes pieds, et j'ai fixé le sol. La plupart des gens étaient chez eux avec leur famille le soir du Nouvel An, riant, mangeant, se sentant à leur place. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Au début, j'ai essayé de rester calme. J'ai serré les lèvres et je me suis dit de ne pas pleurer. J'avais fait ça toute ma vie. Ne pas faire de scène. Ne pas être difficile. Ne pas prendre de place. Mais quelque chose en moi a finalement cédé. Les larmes sont venues, rapides et lourdes. Mes épaules tremblaient. Ma poitrine me faisait mal. Je ne pleurais pas seulement pour ce soir. Je pleurais pour des années passées à être invisible. Des années à ravaler mes mots, des années à me dire que tout allait bien tant que mon fils était heureux. Je revoyais sans cesse Étienne petit garçon. La façon dont il courait dans mes bras après l'école, la fois où il m'a dit que j'étais la personne la plus forte qu'il connaisse. Quelque part en chemin, ce garçon avait disparu. Madame, est-ce que ça va? J'ai levé les yeux et j'ai vu une jeune femme debout devant moi. Elle portait une blouse d'infirmière sous son manteau. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Ses yeux étaient bienveillants. Ça va, je vous remercie, ai-je dit automatiquement. C'était un mensonge. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Je peux m'asseoir avec vous? Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est assise à côté de moi comme si nous nous connaissions depuis des années. Je m'appelle Mia. J'attends mon car, moi aussi. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me mettait en sécurité. Et une fois que j'ai commencé à parler, je n'ai plus pu m'arrêter. Je lui ai tout raconté, sur Étienne, sur Vanessa, sur l'EHPAD, sur le fait qu'on m'ait dit que j'étais trop vieille pour être utile, sur la vente de ma maison pour leur donner l'argent, sur mes repas seuls dans ma chambre. Je lui ai parlé du mot, de Bellefontaine, de mon sentiment d'être effacée de mon vivant. Mia a écouté. Elle ne m'a pas interrompue. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a juste tenu la main pendant que je pleurais. Quand j'ai fini, elle s'est levée. Je dois passer un appel, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, sans vraiment comprendre pourquoi. Elle s'est éloignée de quelques pas et a parlé dans son téléphone d'une voix basse et pressante. Je l'ai trouvée, oui, je suis sûre, elle est ici à la gare routière. Mon cœur a raté un battement. Mia est revenue s'asseoir à côté de moi. De l'aide arrive, a-t-elle dit. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais pour la première fois cette nuit-là, je ne me sentais pas complètement seule. Je regardais Mia assise à côté de moi, me tenant toujours la main, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle me lâchait. Que voulez-vous dire par « de l'aide arrive » ai-je demandé. Ma voix me semblait faible, même à moi.
Elle a souri d'une manière à la fois douce et sérieuse. Je sais que cela va paraître étrange, mais je dois d'abord vous poser une question. J'ai hoché la tête. Avez-vous enseigné en maternelle il y a longtemps? La question m'a prise au dépourvu. Oui, pendant près de 40 ans. Pourquoi? Avez-vous déjà eu un élève du nom de Daniel Alvarez? Ce nom a ressurgi de ma mémoire comme une main tendue. J'ai vu une petite salle de classe, de minuscules bureaux, des crayons de cire éparpillés sur une table. Daniel. Oui, je me souviens de lui. Il était très brillant. Les yeux de Mia se sont remplis de larmes. C'est mon père. Je ne pouvais plus parler. Mon père a parlé de vous toute ma vie, a-t-elle continué. L'institutrice qui lui a acheté des chaussures quand ses parents n'en avaient pas les moyens. L'institutrice qui lui a fait sentir qu'il comptait. J'ai secoué la tête lentement. J'ai juste aidé un enfant qui en avait besoin. Vous avez fait plus que ça. Vous avez changé sa vie. Avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre, les portes de la gare se sont ouvertes. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, est entré. Il a rapidement regardé autour de lui. Quand ses yeux ont croisé les miens, il s'est arrêté. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Puis il s'est avancé vers moi. Madame Moreau, a-t-il dit doucement. C'est vraiment vous. Daniel, ai-je murmuré. Le petit Daniel. Il s'est agenouillé devant moi comme si j'étais toujours son institutrice. Je vous cherche depuis 45 ans. Et maintenant, la nuit où j'ai failli disparaître, quelqu'un qui avait eu besoin de moi était venu me trouver. Voir Daniel debout là m'a ramené en arrière d'une manière à laquelle je n'étais pas préparée. Je me suis soudain souvenu d'un petit garçon assis sur le tapis de la classe, les genoux ramenés contre sa poitrine, ses yeux si concentrés sur son livre qu'il remarquait à peine ce qui se passait autour de lui. C'était Daniel. Calme, doux, toujours en train d'essayer. Ses chaussures étaient trop petites. Je l'ai remarqué pour la première fois quand il les a enlevées pendant l'heure du compte et qu'il a grincé des dents en les remettant. Les semelles étaient usées. Il y avait des trous sur les côtés. Son manteau d'hiver était tout aussi mauvais, à peine assez chaud pour les matins froids. Ses parents étaient des immigrés, des gens fiers, des gens gentils. Ils travaillaient de longues heures, mais il n'y avait jamais assez d'argent. Ils n'ont jamais demandé d'aide, pas une seule fois. Alors j'ai trouvé un autre moyen. Un après-midi, après l'école, je suis allée dans un magasin discount et je lui ai acheté une nouvelle paire de chaussures, puis un manteau chaud. J'ai ajouté des cahiers et des crayons car je savais qu'il en aurait aussi besoin. J'ai payé de ma poche. Je n'étais pas riche, mais je pouvais me le permettre. Le lendemain, je lui ai dit que c'était des dons d'autres familles. Je lui ai dit que quelqu'un en avait en trop. J'ai dit que ce n'était rien. Je me souviens encore de la façon dont il a regardé ses chaussures comme si elles étaient en or. Après cela, j'ai commencé à mettre plus de nourriture dans mon sac pour le déjeuner. Je la lui donnais en disant que j'en préparais toujours trop. Il n'a jamais posé de questions. Il souriait simplement et disait merci. Je n'ai jamais considéré cela comme de la charité. Je pensais juste que c'était ce qu'on faisait quand on voyait un enfant dans le besoin. Quand Daniel a terminé la maternelle, sa famille a déménagé. Je ne l'ai plus jamais revu. La vie a continué. De nouveaux élèves sont arrivés, de nouvelles années ont passé. Je n'aurais jamais imaginé que quelques petits gestes d'une institutrice fatiguée deviendraient un jour quelque chose qui pourrait me sauver. Mais il était là maintenant, non plus un petit garçon aux chaussures usées, mais un homme adulte, debout devant moi, me regardant comme si je venais de tout lui donner à nouveau. Daniel se tenait devant moi comme si le temps s'était replié sur lui-même. J'avais enseigné à des milliers d'enfants, mais il se souvenait de moi comme si j'avais quitté sa classe la veille. Vous n'avez aucune idée depuis combien de temps je vous cherche, a-t-il dit. Après l'université, après l'école de droit, chaque fois que je franchissais une étape importante, j'essayais de vous retrouver. J'ai souri tristement. J'ai déménagé après ma retraite. J'ai vendu ma maison. Je ne pensais pas que quelqu'un me chercherait. Je n'ai jamais arrêté, a-t-il dit. J'ai demandé au rectorat. J'ai engagé des enquêteurs.
J'ai même créé un petit fonds à votre nom pour les enfants qui ont besoin de fournitures. Je l'ai appelé le fonds Moreau. J'ai posé ma main sur ma poitrine. Vous l'avez nommé d'après moi. Vous avez changé ma vie, Liliane. Vous m'avez appris que la dignité comptait, que la gentillesse était une force. Mia s'est approchée de lui. Quand je vous ai vu pleurer ici ce soir, a-t-elle dit, j'ai su. Papa m'a raconté votre histoire 100 fois. Je savais que je devais vous poser la question. Daniel m'a regardé avec douceur. Mia m'a raconté ce que votre fils et sa femme vous ont fait ce soir. La honte a essayé de monter en moi, mais il l'a arrêté d'un seul regard. Personne n'a le droit de vous traiter comme ça. Jamais. Je ne veux pas de problème, ai-je murmuré. Je voulais juste un endroit où aller. Alors vous viendrez avec nous, a-t-il dit. Ma femme prépare déjà une chambre. Vous y serez en sécurité. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas être un fardeau. Vous n'avez jamais été un fardeau, a-t-il dit fermement. Vous avez été la raison pour laquelle je suis devenue qui je suis. Laissez-moi être votre raison maintenant. Le car pour Bellefontaine est entré dans la gare. J'ai regardé les lumières clignotantes. Pour la première fois depuis des années, j'avais un choix, et j'ai choisi de suivre le garçon que j'avais autrefois aidé, au lieu de fuir dans l'obscurité. La maison de Daniel n'avait rien à voir avec la froide maison en marbre de la résidence des Chênes Verts. Elle était chaleureuse. Des lumières douces brillaient à chaque fenêtre. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que nous l'atteignions. Une femme aux cheveux sombres parsemés de fils d'argent est sortie et s'est précipitée vers nous. « Vous devez être Liliane », a-t-elle dit en me prenant dans ses bras. « Je suis Sophia. Bienvenue chez vous. » Personne ne m'avait dit ces mots depuis des années. À l'intérieur, la maison sentait la vraie cuisine et le linge propre, pas le parfum artificiel et piquant que Vanessa aimait. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur. Des photos de famille remplissaient les murs. Les enfants de Mia, Léo et Isabelle, sont entrés en courant dans la pièce. Ils m'ont regardé avec une curiosité non dissimulée. « Alors, c'est vous l'institutrice qui a sauvé Papy », a dit Léo. J'ai ri doucement. Je lui ai juste acheté des chaussures. Sophia a posé un bol de soupe devant moi. « Mangez. On dirait que vous n'avez pas été nourrie correctement depuis longtemps. » Et elle avait raison. En mangeant, j'ai réalisé quelque chose de simple et de puissant. Personne ne me pressait. Personne n'était agacé par ma présence. Personne ne me demandait de ne pas déranger. Et à table, Daniel m'observait attentivement. « Vous êtes en sécurité ici », a-t-il dit. « Plus jamais personne ne vous forcera à faire quoi que ce soit. » Les larmes me sont montées aux yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai cru. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que la maison soit devenue silencieuse, Daniel s'est assis avec moi à la table de la cuisine. « Liliane », a-t-il dit doucement, « je dois vous parler de quelque chose d'important. » J'ai hoché la tête, mes mains enroulées autour d'une tasse chaude. Ce qu'Étienne et Vanessa ont fait ce soir n'était pas seulement cruel. Ce n'était pas seulement méchant. Ce n'était pas légal. Je l'ai regardée, confuse. Personne ne peut vous mettre en EHPAD sans votre consentement, à moins qu'un tribunal ne décide que vous êtes incapable de prendre vos propres décisions. Vous êtes alerte. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes tout à fait capable de choisir où vous vivez. Ma poitrine s'est serrée. Puis il m'a posé des questions. Est-ce qu'Étienne a mis votre nom sur l'acte de propriété quand vous avez vendu votre maison pour les aider à acheter la leur? Je ne sais pas, est-ce qu'il contrôle votre compte en banque et vos versements de pension de retraite? Oui. Est-ce que Vanessa surveille ce que vous dépensez? Daniel a tout noté. Liliane, a-t-il dit finalement, ce que vous avez décrit correspond à ce qu'on appelle un abus de faiblesse, financier et psychologique. Le mot « abus » était lourd de sens. Vous avez été isolé. Votre argent a été contrôlé. On vous a fait sentir comme un fardeau pour que vous ne résistiez pas, je voulais argumenter, défendre mon fils. Mais je ne pouvais pas. Daniel a croisé mon regard. Je ne dis pas qu'Étienne est un monstre. Je dis qu'il a laissé quelqu'un faire de vous ce que vous n'avez jamais été.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ai-je demandé doucement. Je veux vous protéger, a-t-il dit. Mais je ne peux pas le faire si vous ne me le permettez pas, j'ai pris une longue inspiration. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me demandait ce que je voulais. Je veux être en sécurité. Alors c'est ce que nous allons faire. Le lendemain matin, Daniel était assis en face de moi avec un ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté de lui. Je vais envoyer une lettre recommandée à votre fils et à sa femme, a-t-il dit. Elle demandera un compte rendu complet de votre argent et indiquera clairement que vous êtes représenté par un avocat. J'ai fixé l'écran vide. Cela semblait définitif. Vont-ils être en colère, ai-je demandé. Probablement, a-t-il dit calmement. Mais la colère vaut mieux que le contrôle. Il a tapé lentement pour que je puisse suivre chaque mot. La lettre était ferme mais respectueuse. Elle listait l'argent que je leur avais donné. Elle exigeait des relevés de compte. Elle stipulait que toute tentative de pression ou de harcèlement à mon encontre serait documentée. Quand il a tourné l'écran vers moi, mes mains tremblaient. La lire, c'était comme voir ma vie de l'extérieur. Toutes les petites choses que j'avais acceptées me paraissaient soudain très anormales. C'est vraiment en train d'arriver, ai-je murmuré. Vous reprenez votre vie en main, a dit Daniel. J'ai pensé à Étienne, au petit garçon qui m'apportait des pissenlits. Envoyez-la, ai-je dit. Daniel a cliqué sur le bouton, et comme par magie, le silence qui m'avait piégé pendant des années a été rompu. Le téléphone a sonné moins d'une heure après que Daniel ait envoyé la lettre. Il l'a mis sur haut-parleur et m'a fait un signe de tête. La voix d'Étienne est sortie, sèche et tendue. Où est ma mère ? Daniel a répondu calmement. Elle est en sécurité et avec des gens qui la respectent. C'est de la folie, a répliqué Étienne. Vous ne pouvez pas nous l'enlever comme ça. Daniel a répondu d'un ton égal. Personne ne l'a enlevée. Elle est partie. Étienne, ai-je commencé. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. J'ai penché en avant. Tu sais ce qui se passe. Tu étais là pendant que Vanessa me disait que j'étais trop vieille pour être utile. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a-t-il dit rapidement. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Silence. Daniel a pris la parole. Votre mère a-t-elle accepté d'être placée en EHPAD ? Non, mais nous allions lui expliquer que c'était mieux pour elle. Donc vous aviez l'intention de décider de son avenir sans son consentement. La voix d'Étienne a vacillé. On essayait de l'aider. Vous essayez de vous débarrasser de moi, ai-je dit. Il y a une différence. Maman, s'il te plaît. Cet avocat est en train de transformer ça en quelque chose que ça ne devrait pas être. Je ne transforme rien du tout, a dit Daniel. Je pose simplement des questions. J'ai repris la parole. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois si j'étais heureuse ? Pas si j'étais pratique. Pas si j'étais utile. Heureuse ? Étienne n'a pas répondu. J'ai vendu ma maison pour vous aider. Tu n'as jamais mis mon nom sur l'acte de propriété. Tu as laissé Vanessa jeter mes affaires. Tu l'as laissé parler de moi comme si je n'étais pas là. Maman, je suis désolé, a-t-il dit faiblement. Désolé pourquoi ? Pour la façon dont ça s'est passé. Ce ne sont pas des excuses, ai-je dit. Daniel a mis fin à l'appel, doucement mais fermement. Vous avez 10 jours ouvrables pour fournir les documents financiers, a-t-il dit à Étienne. Toute communication future passera par mon cabinet. La ligne est devenue silencieuse. Je me suis rassise, tremblante, mais pour la première fois, je n'étais pas restée silencieuse. 3 mois plus tard, je me trouvais dans la cuisine d'une petite maison à Bellefontaine, regardant la lumière du soleil inonder la pièce à travers des fenêtres toutes neuves. La maison était restée silencieuse pendant des années avant que Daniel ne la retrouve. Maintenant, elle était chaleureuse. De la peinture fraîche sur les murs, de nouveaux appareils électroménagers, un jardin qui commençait à pousser dehors. Je me réveillais chaque matin en sachant que cet endroit était à moi. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale, à lire des histoires aux enfants 2 fois par semaine. Leur rire remplissait la pièce. Cela me rappelait qui j'avais toujours été. Ma voisine m'apportait du pain fait maison.
Les gens me saluaient quand je passais. Daniel et Sophia venaient tous les dimanches avec Mia et les enfants. Léo et Isabelle m'appelaient Mamie Liliane. Maintenant, je les laissais faire. J'avais mon propre compte en banque, mes propres clés, mes propres choix. Je ne me cachais plus dans une chambre d'amis. Je vivais. Les documents financiers sont arrivés la semaine suivante. Daniel les a examinés avec moi à la table de la cuisine. La vérité était douloureuse mais claire. Mes 65 000 € avaient servi à l'apport pour la maison d'Étienne et Vanessa, mais mon nom n'avait jamais été ajouté à l'acte de propriété. Ma pension de retraite avait été utilisée pour de nouveaux meubles, des vacances, les frais de scolarité d'une école privée, des choses auxquelles je n'avais jamais été invitée à participer. Je me suis sentie idiote de leur avoir fait confiance. Daniel a secoué la tête. Vous n'avez pas été idiote. Vous avez été aimante. Il y a une différence. Un accord à l'amiable a suivi. 78 000 € m'ont été restitués. Mon argent plus les intérêts. Aucune excuse n'est venue avec. Mais je n'en avais plus besoin. Pour la première fois depuis des années, mon avenir était entre mes mains. Un après-midi tranquille, on a frappé à ma porte à Bellefontaine. Quand j'ai ouvert, Étienne était là. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir. Plus mince, fatigué. « Salut, maman », a-t-il dit doucement. Nous nous sommes assis dans le salon sans parler pendant un long moment. « Vanessa est partie », a-t-il finalement dit. « La maison est en vente. » Les garçons me parlent à peine. Je ne savais pas quoi dire. « Je t'ai vu disparaître dans notre maison », a-t-il dit. Et je me disais que ce n'était pas grave, que tu allais bien, mais ce n'était pas le cas. Tu rétrécissais à cause de nous. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée, maman. Pas pour la façon dont ça s'est passé, pour ce que j'ai fait. Je suis désolée d'avoir pris ton argent et de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolée d'avoir laissé ma femme t'humilier. Je suis désolée d'être restée là sans rien dire quand elle t'a traité d'inutile. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai oublié qui tu étais. J'ai oublié qui m'a élevée. Il m'a dit qu'il enseignait maintenant, qu'il suivait une thérapie. Je l'ai écouté. Je ne laisserai plus personne me rabaisser, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Et je ne te le demanderai pas, nous avons convenu d'y aller doucement. Il est parti discrètement, mais quelque chose avait changé. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine à Bellefontaine, regardant un jardin qui commence tout juste à fleurir. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait endurer tout ce que les gens me donnaient, même quand ça faisait mal, même quand ça me faisait disparaître. Mais j'ai appris quelque chose d'important. La dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne en étant utile. C'est quelque chose avec lequel on est. Être âgé ne vous rend pas jetable. Être silencieux ne vous rend pas invisible. Être gentil ne signifie pas que vous méritez qu'on profite de vous. Parfois, les gens qui essaient de vous mettre à l'écart sont ceux qui ont peur de ce que vous représentez. Un rappel de leurs propres échecs, de leur propre manque de loyauté. Et parfois, la plus petite gentillesse que vous ayez jamais offerte vous revient des décennies plus tard pour vous sauver quand vous en avez le plus besoin. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté silencieux ou vous seriez-vous choisi? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle partie de cette histoire vous a marqué. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'art de la revanche pour plus d'histoires sur la force, les limites et la justice silencieuse. Parfois, les gens qui essaient de vous jeter sont ceux qui vous poussent vers la vie que vous étiez toujours destiné à vivre.